Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu cherches à éviter? Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH et j'ai envie de t'aider à comprendre pourquoi, dans certaines situations, tu as tendance à procrastiner et aussi tu vas probablement avoir tendance à ruminer quand c'est exactement cette situation-là que tu vis. Donc, ce qui arrive quand on a un déficit d'attention, c'est que un déficit d'attention, en fait, ce n'est pas une problématique comme le nom le nomme, de manque d'attention. En fait, c'est une problématique de régulation. On arrive mal à réguler notre attention, mais on arrive mal, donc ça veut dire qu'elle est soit trop intense, une concentration, soit pas assez. Mais on a aussi une problématique de régulation émotive. Et dans le TDAH, on a aussi ce qu'on appelle, chez plusieurs personnes, une dysphorie du rejet. Donc, on ressent le rejet des autres beaucoup plus fortement que chez une personne qui n'a pas cette problématique-là. Donc, cette programmation neurologique-là, effectivement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une personne qui vit avec une hypersensibilité émotive, qui vit avec une difficulté de régulation de ces émotions-là, à qui on n'a pas vraiment appris comment réguler ça, parce que c'est souvent ça qui arrive. En fait, on fait juste dire à l'enfant bottle up, elle fait juste endurer. Et là, ce que ça finit par faire, c'est que cette personne-là n'apprend pas à gérer ses émotions et elle peut devenir un peu ce qu'on appelle un people pleaser, donc une personne qui a tendance à essayer de plaire, à essayer de satisfaire les autres avant ses propres besoins. Ce que ça va entraîner, ça, c'est que, en fait, ce besoin-là va être drivé par le fait de vouloir éviter la culpabilité et la honte. Si tu es familier ou familière avec le travail de Brené Brown, on en parle beaucoup. La honte et la culpabilité, c'est des stratégies que la société utilise souvent pour essayer de nous faire conformer à ce qu'on attend de nous. Ça peut être utilisé par un parent, ça peut être utilisé par un professeur, le système scolaire, ça peut être utilisé ne serait-ce que les pénalités. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Je suis quelqu'un qui, quand j'étais à l'université, donc il y a plus de 20 ans, je me suis retrouvée avec une amende à la bibliothèque de 90 $. À l'époque, 90 $, j'ai aucune idée combien ça vaudrait. Aujourd'hui, ça vaudrait beaucoup plus que 90 $. Mais à cette époque-là, j'étais jeune étudiante, j'étais à l'université, j'avais pas un gros revenu. En fait, j'avais pas cette liquidité-là. Et la raison pourquoi je me retrouvais dans cette situation, c'est que j'ai cherché tout le temps à éviter de confronter le fait que j'avais honte de ramener le livre en retard. J'avais honte de l'oublier. Puis là, plus j'avais honte, moins je passais à l'action, mais moins je passais à l'action, plus j'avais honte, ce qui était vraiment paradoxal. Puis je me suis retrouvée à un moment où j'ai plus eu le choix d'aller retourner le livre parce que je devais en emprunter un autre. Là, j'ai dû appeler mon copain pour lui demander de me prêter l'argent. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai eu vraiment très, très honte. Puis j'ai été obligée de me rendre jusqu'à n'avoir absolument pas le choix parce que j'étais dans une situation où je devais absolument emprunter un nouveau livre pour un travail à l'université et ça m'a vraiment marqué, mais à l'époque, en fait, je ne savais pas que j'avais un déficit d'attention. À l'époque, je ne savais pas non plus pourquoi j'arrivais pas à gérer ces problématiques-là. Puis je me disais, je vais bien finir par apprendre, mais en fait, je n'apprenais pas. C'est un comportement que j'ai répété très, très souvent dans ma vie. Même encore aujourd'hui, je te dis pas que je ne le répète pas. Donc, c'est quoi qui est arrivé dans cette situation-là? Si je prends l'exemple de cette situation-là, c'est qu'en fait, comme j'avais honte, comme je me sentais pas tant coupable, mais je me sentais surtout très honteuse de ne pas arriver à le faire, j'avais tendance à chercher à l'éviter. Et ça, c'est ce que j'ai envie de te poser aujourd'hui comme question. Est-ce que c'est ce que tu essaies d'éviter? Parce que très souvent, c'est un comportement que je vois beaucoup. On va prendre une décision dans le but d'éviter que la personne adverse ou la personne qui va être impactée par la décision vive une émotion qui est désagréable pour elle. Donc, elle va vivre de la frustration. Ça peut être ton enfant, par exemple. Ça peut être ton collègue. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être quelqu'un dans ton environnement. Ça peut être tes parents. Cette personne-là va vivre une situation qui est désagréable. Elle va vivre une émotion qui est désagréable. Et ce que ça génère chez toi, c'est le sentiment de culpabilité ou de honte. OK? Je ne dis pas absolument que c'est nécessairement ce qui se passe, mais c'est quelque chose que je vois très souvent chez moi, chez mon conjoint, chez mes enfants, puis chez tous les clients avec qui je travaille. C'est un comportement que je vois très souvent. Le fait qu'en fait, derrière tout ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de satisfaire l'autre dans le but d'éviter notre culpabilité. Par contre,
ce raisonnement-là, en fait, de vouloir éviter à l'autre ces sensations-là dans le but d'éviter ta culpabilité, mais ça va faire en sorte que tu vas te placer dans des situations qui sont pas agréables pour toi. Tu vas devoir t'imposer des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vas devoir t'imposer des situations qui sont détrimentaires pour toi. Et ça va engendrer de la frustration. C'est expliqué en partie par le fait que notre cerveau croit à tort que la charge émotive de quelque chose va être moins grande dans le futur que dans l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, quand tu essaies de sous-peser en fait tes options, ça va être par exemple, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête en fait. Si tu essaies de sous-peser tes options comme si tu avais à dire oui à quelqu'un avec les conséquences de devoir faire cette chose-là, OK? Ou non à quelqu'un avec le fait que tu n'as pas à faire cette chose-là, eh bien, ton cerveau va penser que de faire la chose qui ne te tente absolument pas va être moins chargée en émotions, va être moins dérangeante, si tu veux, dans le futur que présentement. Présentement, ce qui est si on fait un exercice d'essayer de quantifier en fait ton émotion face à ça, donc si tu te mets à mettre 0 sur 10 l'émotion par rapport au fait que tu te sens coupable de dire non à quelqu'un, par rapport à l'émotion que va générer l'action que cette personne-là te demande mais que tu n'as absolument pas le goût de faire, la perception de ton cerveau va faire en sorte que tu vas croire à tort que cette sensation-là de faire l'action qui ne te tente pas va être moins chargée émotivement que celle que tu vis présentement, qui est la culpabilité. OK? Or, c'est faux. Tu vas vivre probablement une émotion très importante, surtout que dans le TDAH, comme j'ai expliqué au début du podcast, de vidéo, dépendant si tu m'écoutes sur YouTube ou sur podcast, le TDAH comporte une difficulté de régulation émotive. Donc, ça veut dire qu'on vit les émotions très, très intensément. Peu importe la valeur, peu importe l'importance de cette émotion, on n'arrive pas vraiment à grader ces émotions-là. On va vivre la même détresse ou le même sentiment par rapport à une émotion, que ça soit parce que tu as perdu ton crayon ou ta brosse à cheveux. Ma fille a perdu sa brosse à cheveux ce matin. Elle vivait vraiment une détresse qui est pratiquement similaire à si, par exemple, je ne vais pas dire que c'est la même chose que d'avoir quelqu'un qui décède dans ton environnement, mais elle vit une détresse qui est très, très, très importante et c'est extrêmement difficile pour elle de la grader et de dire, ben attends une minute, peut-être que perdre une brosse, c'est un 3 sur 10 en termes de « ça me dérange » par rapport à avoir une mauvaise note dans un examen qui a probablement beaucoup plus d'impact dans la réalité. Donc, on n'arrive pas à faire ce recul-là. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on va prendre des décisions basées sur les émotions. On va entrer en mode réaction. Donc, notre cerveau, notre amygdale, en réalité, va prendre le contrôle sur la situation et on n'aura plus l'accès à notre cortex préfrontal qui va nous permettre de déterminer si la réaction qu'on est en train d'avoir a du sens, est proportionnelle par rapport à l'émotion que tu es en train de vivre, mais aussi, est-ce qu'elle te permet d'être la personne que tu veux? Est-ce que les impacts de ce que tu es en train de faire vont être positifs pour toi ou négatifs pour toi? Puis ça, c'est très, très, très difficile à réguler pour une personne qui vit avec un TDAH et c'est ce qui explique pourquoi c'est beaucoup plus facile dans l'instant présent de chercher d'éviter la culpabilité ou la honte que plutôt de confronter la situation et de dire « Attends un petit peu, ça ne me convient pas » ou « Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, même si toi, ça ne te convient pas. Donc, je vais prendre cette décision-là quand même. » Et ça, ce genre de comportement-là peut t'amener à procrastiner, donc éviter de confronter la situation, OK? Ça peut t'amener aussi à faire ce qu'on appelle de la rumination. La rumination, c'est un comportement qui est très fréquent chez les TDAH. C'est le fait de ruminer un peu, là, tu sais, dans le fond, si on prend l'exemple, la rumination, en fait, c'est ce que la vache fait en remâchant, je sais pas combien de fois, le même aliment. Ben, en fait, la rumination, c'est le fait de ressasser sans arrêt les mêmes pensées, les mêmes émotions. Et c'est généralement attaché avec des émotions qui sont plus difficiles comme la frustration, l'anxiété, l'insatisfaction, le fait d'entrer dans un mindset extrêmement négatif. C'est bien, on peut pas, je pense pas qu'on peut se ruminer du positif. Donc, on a tendance à ruminer vraiment ce qui nous amène des émotions plus négatives. Et là, on peut rentrer dans une spirale. Et quand on part dans ce genre de spirale-là, ben là, en général, ce que ça va occasionner, c'est
tu vas te désorganiser, toutes tes routines vont prendre le bord, tu vas tomber plus dans des comportements de type satisfaction immédiate parce que ce qu'on essaie de faire, c'est éviter ces sensations-là. On va essayer de combler ce besoin, ces sensations-là en mangeant, en buvant, en allant sur tes écrans, en faisant des chicanes, en essayant d'éviter, ça va peut-être être plus facile pour toi de prendre une chicane par rapport au fait que ton enfant ne vide pas ton lave-vaisselle au lieu de confronter réellement la situation qui te dérange, qui génère de la culpabilité. Donc, quand tu observes que tu es là-dedans, et c'est pas facile, je sais que tu vas me dire, ben oui, mais j'ai la misère à m'observer, là. Mais quand on observe qu'on est là-dedans, demande-toi, qu'est-ce que tu cherches à éviter? Elle est où la culpabilité? Où est-ce qu'elle se cache? Qu'est-ce qui fait que présentement, tu te sens coupable de quelque chose ou tu cherches à éviter de te sentir coupable de quelque chose? Et tu vas essayer de rentrer dans une spirale qui va faire en sorte que tout ce que tu vas faire, c'est essayer de remettre la faute sur les autres dans le but de te débarrasser de cette culpabilité-là, OK? Je te donne un exemple. Ça fait plusieurs fins de semaine, en fait, que je vis des fins de semaine qui sont un peu frustrantes pour moi et j'ai observé, en fait, que j'ai tendance à ruminer énormément. Dans ma vie personnelle, mes filles font de la compétition de danse et ça comporte une très grande adaptabilité, ce qui n'est pas nécessairement ma plus grande force. Je suis quelqu'un qui est assez routinière, je suis quelqu'un qui est assez... j'aime pas nécessairement quand les choses changent, je trouve ça difficile de m'adapter. Et présentement, elles ont un grand volume de danse et bon, on nous a demandé des adaptations par rapport à certaines choses qu'elles doivent faire. Et moi, ça m'a amené dans un état de frustration parce que je m'en sentais coupable, parce que mes filles trouvent ça difficile. C'est pas nécessairement ce qu'elles auraient aimé faire, mais ce que ça fait, c'est que moi, je prends sur moi la culpabilité je prends sur moi l'émotion qu'elles vivent, OK? Donc, l'émotion qu'elles vivent, c'est de l'inconfort. Elles sont pas toujours à l'aise. Elles vivent une certaine frustration. Et moi, j'essaie d'emmagasiner cette émotion-là. J'essaie de la prendre sur moi et ça fait que moi, j'ai tendance à essayer d'éviter que mes filles se sentent pas bien. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants se sentent bien et quand elles se sentent pas bien, donc quand elles se sentent frustrées, quand elles se sentent dérangées, peu importe, j'ai tendance à essayer de régler la situation et ma stratégie pour régler la situation, en général, ça va être d'aller essayer de régler le problème à leur place, OK? Mais dans la réalité, ça ne les aide pas et ça ne m'aide pas et ça fait juste faire plein de chicanes. Et moi, ça fait 2 semaines que je suis dans une situation où ce que j'essaie d'éviter, c'est que je me sens coupable. Quand mes filles se sentent mal, quand mes filles vivent des émotions qui les frustrent, quand mes filles vivent de l'inconfort, quand elles vivent, je me sens coupable. Et fouille-moi pourquoi, c'est fait comme ça dans mon cerveau. Il n'y a pas d'explication logistique. Peut-être que tu en as une, mais moi, ce que je vois, c'est juste que j'ai fait une association dans mon cerveau que dès que mes filles vivent quelque chose qui les dérange, je suis automatiquement responsable, entre guillemets, des air quotes, de leur bien-être émotif et mon travail, c'est de les protéger. OK? Ce n'est pas vrai. Mes filles sont rendues grandes, et c'est des adolescentes et elles doivent apprendre à affronter ce genre de situation-là. Donc, soit parler, expliquer que ça ne leur convient pas, soit, des fois, c'est ça la vie, c'est quand on s'embarque dans un processus, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations, puis ça fait partie des choses, puis en tant que TDAH, on doit apprendre à trouver des stratégies pour s'assouplir un peu et s'adapter un peu, parce que la vie, c'est rempli d'imprévus, OK? Donc, on doit trouver une façon d'apprendre tranquillement à être confronté à ce genre de situation-là. Et mon rôle de parent, ce n'est pas de leur éviter ça. Mon rôle de parent, ce n'est pas de prendre en charge ces choses-là, mais c'est très, très difficile pour moi parce que je me sens coupable, parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise maman quand mes enfants vivent des choses qui sont difficiles pour eux. Et ça fait en sorte qu'à cause de ça, ça fait 2 fins de semaine que je passe l'entière fin de semaine à ruminer littéralement avec mon conjoint. Et le pire, c'est que comme on est 2 TDAH, on se nourrit l'un l'autre dans ce genre de situation et ça fait en sorte qu'on passe l'entière fin de semaine à ruminer. Et dans ce temps-là, quand tu rumines, premièrement, tes routines prennent le bord.
tes stratégies de compensation tes stratégies d'adaptation, prennent le bord, tes stratégies de fonctionnement vont prendre le bord. Et là, moi, ce que génère, c'est qu'en plus d'essayer d'éviter la culpabilité, je deviens très frustrée parce que j'ai le sentiment que je passe à côté de ma fin de semaine, que je ne passe pas une belle fin de semaine, ce qui est vraiment le cas. Je passe pas une belle fin de semaine, j'ai pas fait grand-chose à part chialer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La première des choses à faire, c'est me demander, est-ce que ça se pourrait qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'éviter de me sentir coupable ou d'essayer d'éviter la honte, OK? Si oui, ce qui est fort probable, il faut accepter que la culpabilité va faire partie de la ride et que ta job à toi, c'est pas de l'éviter, mais c'est bien de trouver une manière de la calmer. Donc, de prendre du recul par rapport à ça puis te demander, tu peux l'écrire sur une feuille de papier, tu peux discuter avec quelqu'un qui est bienveillant qui va t'aider à passer au travers de ce que tu vis. Tu peux travailler avec un coach, avec un thérapeute. Et cette personne-là va t'aider à faire le ménage un peu dans tes pensées, mais surtout t'aider à réaliser est-ce que c'est une culpabilité qui est justifiée. Si ton objectif de la fin de semaine, c'est d'aller voler ton voisin, j'ose espérer que tu te sens vraiment coupable à l'idée de faire ça, OK? C'est quelque chose d'illégal et j'espère pas que ça fait partie de tes activités préférées. Mais si c'est une situation comme la mienne qui est d'essayer d'éviter des émotions plus difficile chez les autres puis d'encaisser un peu le problème, la culpabilité est pas normale dans cette situation-là. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Donc, c'est là où tu vas vouloir prendre le temps de te dire, ben écoute, elle n'est pas à moi, cette émotion-là. C'est pas à moi de régler son problème et je n'ai pas à me sentir coupable parce que je n'arrive pas à faire les choses à la place de cette personne-là. Donc, c'est la première chose à observer, c'est est-ce que je me sens coupable? Si oui, pourquoi? Puis est-ce que cette culpabilité-là est justifiée? Est-ce que cette culpabilité-là, c'est quelque chose qui est dérivé d'un comportement non éthique, qui est un comportement illégal? Mais sinon, que c'est un comportement où, dans un certain sens, tu essaies de te responsabiliser à la place de quelqu'un d'autre, peut-être que tu devrais essayer de mettre cette culpabilité-là de côté. Ensuite, si tu vis ce genre d'émotion-là, première des choses à faire, c'est trouve une manière de t'activer, de sortir de cet état-là, OK? La pire chose à faire, c'est exactement ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est de ruminer avec mon conjoint. OK? C'est la pire chose à faire parce qu'on faisait juste se nourrir. Donc, on n'arrivait pas vraiment à une conclusion, on n'arrivait pas vraiment à une solution. On faisait juste sans arrêt tourner le problème dans un sens ou dans l'autre, puis ça donnait rien parce que, au final, c'est pas à nous de gérer ce problème-là. OK? Donc, ou peut-être que tu as une décision à prendre. Puis là, ce serait peut-être temps de prendre cette décision-là. Donc, la deuxième chose à faire, une fois que tu as identifié que tu te sens coupable et que c'est difficile pour toi de gérer ça, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état-là? Est-ce que tu as une décision à prendre? Est-ce que ça va te faire du bien d'aller prendre une marche? Est-ce que tu peux mettre de la musique pour te distraire? Est-ce que tu peux sauter sur place? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui va te changer ton état d'esprit? Pas pour quelqu'un avec qui jaser encore, ruminer ça, mais quelqu'un qui va t'aider à un peu prendre la perspective et se dire, attends un petit peu, là, est-ce que vraiment tu es en train de faire la bonne chose? Est-ce que tu peux aller voir un film au cinéma, peu importe, te distraire pour te sortir un peu de cette émotion-là parce que plus tu y restes longtemps, plus tu embarques dans ce genre de fonctionnement-là, plus c'est difficile de s'en sortir. Et c'est là qu'on embarque dans un peu un spirale émotive négative parce que la négativité émotive en emmène d'autres. Ça veut pas dire que c'est pas normal dans la vie. C'est normal, là, si tu vis quelque chose puis que ça génère une émotion négative, ça va venir. Ce qui est problématique, c'est quand tu perds le contrôle et que tu restes pris dans cette émotion-là et que tu la nourris, en fait. Le problème de la rumination, c'est qu'on vient nourrir l'émotion, pas nécessairement de façon productive, donc ça nous aide pas à régler le problème, mais ça fait juste nous maintenir dans cette situation-là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on perd énormément de temps. Et là, moi, dans ce temps-là, ce que je finis par faire, c'est, en fin de semaine, j'ai pas vraiment rien fait, j'ai mangé pas super bien, j'ai même mal mangé.
J'ai pas fait ce que je voulais faire par rapport à... C'était l'anniversaire de ma fille, j'ai pas vraiment fait ce que je voulais faire. Donc, c'est comme si ça m'amenait dans une forme d'immobilisme que je n'aime pas être et c'est difficile de m'en sortir, OK? Donc, surtout si tu ne travailles pas ou si ton emploi n'a pas de structure et que ça ne casse pas comme la fin de semaine avec la semaine, c'est très, très, très difficile de reprendre le contrôle. Donc, dans ce genre de situation-là, ce qu'on va vouloir, c'est casser l'état émotif. Donc, casser ça. Va voir une émission drôle, écoute une vidéo le fun sur YouTube, écoute des chats cute, écoute du monde se péter la gueule. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. American Funniest Video, c'est tordant pour moi. Donc, quand ça va pas bien, ben j'essaie. Est-ce que c'est facile à faire? Absolument pas. Parce que quand je suis en état de rumination, mon cerveau, il tripe bien raide. Il adore être là-dedans. Pourquoi? Ça donne de la dopamine, OK? Mais c'est pas une façon super le fun de faire de la dopamine. Tu peux même faire aussi des choses comme aller prendre une douche froide. Pas une douche chaude. Une douche chaude, tu peux prendre une douche chaude, mais termine par une douche froide. Pourquoi? Parce que le froid, ça crée un choc sur ton corps et c'est comme si c'était un changement d'état. Tu peux aller au spa. Si tu as les moyens d'aller au spa, va au spa. Change-toi les idées, crée un choc dans ton corps, va t'entraîner, va courir, fais quelque chose qui te met en activation, qui te fait bouger, qui va te faire changer d'état d'esprit, OK? Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, mais c'est surtout en étant conscient et consciente du fait que la plupart du temps, cette culpabilité-là, ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de gérer les problèmes des autres, ce n'est pas à toi de te sentir mal pour le problème des autres, ce n'est pas à toi à toujours céder dans le but que l'autre ne vive pas des émotions qui sont difficiles, ce n'est pas à toi de toujours te plier aux demandes des autres dans le but que les gens t'aiment, parce que ça, c'est pas facile aussi avec le TDAH, on a tant envie de se faire aimer. Et tout ça fait en sorte que, eh bien, tu vas, au lieu d'être proche de toi, au lieu d'être celui ou celle que tu veux être, tu vas te forcer à être une personne que tu n'es pas et tu vas être profondément malheureux, mal à l'aise là-dedans. Et là, tu vas encore plus avoir des comportements de procrastination. Donc, la procrastination, c'est vraiment complexe, mais une des raisons qui explique le plus souvent la procrastination, c'est les émotions qui sont associées à quelque chose que tu cherches à éviter. Et une de ces émotions-là, c'est généralement la culpabilité. Donc, j'espère que cet épisode-là va t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes et t'aider à avoir cette question-là dans ton arsenal de questions à te demander. Mais qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Pourquoi en ce moment je rumine? Pourquoi en ce moment je me sens responsable comme ça du bien-être des autres ou de ce que les autres pensent de moi? Est-ce que ça m'aide? Donc, sur ce, je t'invite à aller t'inscrire à mon infolette sur amelieleveillé.com et si tu veux plus d'aide, tu veux plus comprendre comment fonctionne ton cerveau, je t'invite à prendre un petit appel gratuit avec moi et à commencer du coaching. Ça va me faire super plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite une belle journée.